Bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, je vais peut-être commencer par vous parler, peut-être déjà me présenter tout simplement. Donc moi, je suis CEO de Pélib depuis un peu plus d'un an. Et pour me situer, en fait, j'ai un parcours d'une quinzaine d'années dans le secteur télécom Internet, puis une dizaine d'années ensuite dans le monde finance de détail, banque et assurance. Voilà, donc je suis un peu un produit hybride entre le monde digital et le monde bancaire. Vous allez voir à quoi ça peut après faire écho. Voilà, donc en tout cas, ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Je vais essayer voilà, de partager vraiment un retour d'expérience sur ce qu'est le paiement digital. Pas que le côté un peu glamour, etc., dont on entend généralement parler dans la presse, les fintechs, nous-mêmes, etc. On est entre gens, on va dire, qui connaissent bien les sujets de développement, les sujets culturels de la digitalisation des organisations. C'est évidemment pas quelque chose de facile tous les jours, et c'est un petit peu aussi le message que je voudrais passer. C'est aussi la réalité du boulot que ça nécessite au quotidien. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai la main sur la présentation, je crois que oui. Alors, je vais commencer peut-être par vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais souvenons-nous, pour les plus âgés d'entre nous, quand nous écoutions de la musique, nous écoutions des vinyles. Quand nous prenions des photos, nous utilisions un appareil argentique. Quand nous voulions partir en voyage, nous sollicitions une agence de voyage en nous déplaçant physiquement à l'agence. Et puis, tout ça a basculé en termes de support. Alors, on appelle ça la digitalisation ou la numérisation. Mais dans un premier temps, souvenons-nous, ça n'a été finalement qu'un changement de support. Le vinyle est passé au CD. L'argentique est passé au numérique. J'ai envie de dire là-dessus, rien de méchant. Sauf qu'il y a ensuite eu tout le mouvement vers la droite. Moi, j'appelle ça le mouvement de plateformisation, rendu possible par la digitalisation. Mais finalement, l'endroit où se changent les modèles économiques, c'est plutôt le deuxième mouvement. Le premier mouvement, c'est finalement plus des logiques de réplicabilité, de diminution de coûts. Le mouvement de droite, il pose bien entendu des vraies questions de modèle économique. Donc vous voyez, tous les secteurs, évidemment, sont touchés. Et mon premier message, c'est de dire la banque et les paiements en particulier ne sont pas en reste. Puisque avant, nous payions avec du cash ou une carte plastique. Et évidemment, tout ça se dématérialise. Aujourd'hui, on paye par carte sur Internet. Et évidemment, le deuxième mouvement, c'est ce mouvement de plateformisation dans lequel, Estelle le disait très justement, viennent évidemment les GAFA, les FinTech, et notamment, ce qu'il faut bien comprendre dans cet univers-là, et ça va bien au-delà de ça, puisque les industriels de paiement, les schemes, les agrégateurs, les initiateurs de paiement, DSP2, pour tous ceux qui ont entendu ces noms un peu barbares, voilà, il y a tout un écosystème qui se met en branle autour de ça. Il y aura certainement beaucoup de ménages là-dedans à l'arrivée, mais en tout cas, il y a vraiment tout ce mouvement de plateformisation qui se met en place. Et donc, Pélib, évidemment, a un rôle fédérateur des banques françaises pour proposer une plateforme de paiement mobile en France. Et je vais y revenir après. Hop, je vais un peu vite. Il faut que j'appuie doucement. Voilà. Alors, en parallèle à ce mouvement de plateformisation, la digitalisation, et je pense que ce n'est pas que le secteur du paiement qui voit ça, bascule mobile. Alors, je vais vous donner juste un chiffre très concrètement chez nous. Sur les usages de Pélib, on a plus de 90% aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas déjà même à mon arrivée il y a un peu plus d'un an. 90% de l'usage aujourd'hui est mobile. Que ce soit du paiement entre amis, du paiement sur Internet, paiement sans contact. Alors ça, c'est un petit peu normal, le paiement sans contact. Mais en tout cas, vraiment, le mouvement de fond, c'est que c'est mobile. On disait mobile first, c'est en train de virer au quasi mobile only. Voilà, donc ça, c'est un mouvement assez fort. Alors, qu'est-ce qui bascule? La carte. Pour vous donner quelques idées, le mouvement, il en est vraiment à ses prémices, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, sur le mouvement, le paiement mobile, on parle de
quelques dizaines à centaines de millions de transactions annuelles, quand à côté, on a des ordres de grandeur qui sont la carte, c'est encore à peu près une dizaine de milliards de transactions annuelles. Je parle à l'échelle France. Le cash, alors le cash est dur de mesurer parce que quand on donne un billet de 5 € à ses gamins, voilà, on ne le voit pas trop. Mais on estime qu'il y a à peu près une trentaine de milliards de transactions cash. Et quant au chèque, c'est à peu près 1 milliard à 1,5 milliard. Voilà pour donner un petit peu les ordres de grandeur. Vous voyez, donc à côté de ça, le mouvement mobile, il est encore très émergent en France. Parce que si on regarde d'autres pays, alors je vais citer évidemment la Chine. La Chine, le mouvement de bascule est massif. Alors on va me dire, on ne peut pas comparer la Chine, les moyens de paiement n'étaient pas aussi développés qu'en Europe. C'est vrai que les Chinois, avant le paiement mobile, ils payaient avec des cailloux et des coquillages, alors que nous, on a quand même la carte bancaire. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas comparable. On n'a pas non plus un score social, parce qu'il faut quand même savoir, en Chine, si on utilise bien son mobile, on augmente son score social, et si on veut partir en vacances ou mettre ses enfants à la crèche, c'est des choses importantes. Voilà, donc ça, évidemment, il y a des tas de choses qui ne sont pas comparables. Pour autant, on va prendre des pays d'OCDE, on va prendre des pays comme il faut. On prend les pays nordiques. Les pays nordiques, eux, ça y est, hein, ils sont en train de basculer massivement sur le paiement mobile. Donc on a l'homologue de Paylive qui s'appelle Swish en Suède qui fait plusieurs... là, aujourd'hui, ils sont quasiment au milliard de transactions annuelles. Donc à l'échelle de leur population, ça représente... des proportions très significatives de ce que j'ai mis à gauche. Hein. On parle de la vingtaine de pourcents. Hein. Voilà, et évidemment avec des courbes comme ça. Voilà, donc la France n'en est pas là. Alors ceci dit, que ce soit sur le développement du téléphone mobile, de l'Internet bas débit, de l'Internet haut débit, la France a toujours, comme les pays latins en général, a toujours été un peu en retard sur l'adoption de ces nouvelles technologies par rapport aux pays nordiques. Voilà, mais en tout cas, on voit, mais ça nous est tous arrivé sur ces sujets-là quelques années derrière. Alors, basculer le paiement en mobile, eh bien, ça ne va pas s'en poser des vraies questions. On n'est pas en train de parler de choses amusantes, on n'est pas en train de regarder comment on bascule un jeu sur mobile, voilà, on n'est pas en train de parler de Candy Crush, on est en train de parler de paiement, de choses très sérieuses, de choses très importantes en termes de sécurité des transactions, mais également sécurité des données personnelles. Alors j'ai cité Aznavour et je ne peux pas m'empêcher de citer aussi Alexandre Giros qui parlait juste avant. Il a dit la data là-dessus, pour la banque postale, mais c'est vrai pour toutes les banques, jamais on ne vendra la donnée des clients. Il a même dit c'est dans notre charte. Moi je crois que ça va même plus loin. C'est dans la génétique des banquiers. La matière première des banques, c'est la confiance. Et il y a bien une chose qu'on n'accepterait pas de notre banque, c'est que les données qu'on lui confie, qui sont des vraies données très profondes, qu'elles fuient à l'extérieur. Il y a vraiment cette image aussi du coffre-fort, et c'est quelque chose de fondamental, et les banques en sont bien conscientes. Alors du coup, la question c'est comment on opère un monde de données personnelles protégées de secrets bancaires, hein, parce qu'il y a aussi des lois par rapport à ça, tout en arrivant à amener le paiement sur le mobile. Alors en fait, c'est un grand paradoxe, et c'est un peu ça le fond de mon message. Et je pense que ce que je dis là, c'est quelque chose qui peut faire aussi écho dans d'autres industries où il y a des réglementations importantes, où il y a aussi des mélanges de cultures à faire. En fait, le paradoxe, c'est qu'on est en train de mélanger deux sujets qui sont fondamentalement avec des cultures et des logiques opposées. D'un côté, il y a le monde du paiement. Le monde du paiement, c'est un monde où les mots-clés, c'est sécurité, c'est protection, c'est fiabilité, et donc ça se traduit de manière assez opérationnelle. Les gens qui travaillent dans le paiement et qui sont des experts du paiement, ils ont plutôt la culture, je l'ai mis le beau cycle en V, mais c'est encore le seul moyen qu'on ait de fondamentalement être absolument sûr des logiques de fiabilité industrielle et qu'il n'y ait pas de faille de sécurité. Et à côté de ça, alors je suis un peu caricatural dans mon propos, mais enfin c'est pour mieux passer le message. Et de l'autre côté, eh bien, on a une autre approche, qui est une approche digitale,
où là, on va parler de mode agile, de sprint, d'expérience client, de design thinking, du X, de démarche apprenante. Donc, on est plutôt dans une logique où on développe, on teste, on échoue, on recommence, on adapte. Voilà. Quelque chose qu'on ne peut pas se permettre finalement dans le monde de gauche, parce que, entre guillemets, se planter dans le monde de gauche, potentiellement, c'est s'ouvrir entre guillemets, au casse bancaire version moderne par Internet. Donc ça, il n'en est pas question. Et donc, en fait, alors, c'est deux mondes qui ne sont pas inconciliables, bien entendu, mais forcément, ça amène à faire travailler ensemble des gens qui ont des cultures très différentes. Et c'est un peu ça que je voulais partager avec vous, c'est s'imaginer que des gens qui sont complètement câblés avec le modèle de gauche peuvent réussir dans le paiement mobile, ça serait une illusion. Mais réciproquement, s'imaginer que tout est facile dans le monde du paiement mobile, qu'en étant une fintech, tout ça, on peut faire du paiement mobile fastoche, ah ouais, il y a des SP2, ça va être fastoche. Sauf que ce n'est pas vrai du tout. Le métier du paiement, c'est un vrai métier. Je citais aujourd'hui la possibilité de faire de l'initiation de paiement à partir des comptes bancaires. Ok, n'empêche qu'il faut quand même assurer ce qu'on appelle des KYC, c'est-à-dire la connaissance des clients, parce qu'on doit être garant en tant qu'intermédiaire de paiement. Il y a des réglementations, la lutte anti-blanchiment, la capacité à tracer les opérations. Alors quand on parle de faire un porte-monnaie électronique avec 20 € dessus, ce n'est pas un sujet. Mais quand on commence à parler de vrais mouvements, de vrai argent, de comptes bancaires, de mouvements qui peuvent, en se cumulant, dépasser la centaine d'euros, le millier d'euros, dizaines de milliers d'euros, quand c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et pour des millions d'utilisateurs, eh bien en fait, on ne peut pas penser uniquement monde de droite. On est aussi obligé de penser un peu monde de gauche. Alors tout ça, c'est un défi au quotidien, d'arriver à faire travailler ensemble des équipes tout en respectant évidemment les fondamentaux de chacun de ces deux métiers, mais vraiment d'arriver à les mettre ensemble, de les onboarder ensemble, avec les cultures qui sont les leurs, avec leur interprétation aussi des exigences qui sont les leurs, et d'arriver à bien arbitrer tout ça. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est que ce n'est pas non plus chose facile, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts en le décrétant, c'est un vrai travail au quotidien, c'est un vrai travail, je dirais, de management au quotidien, de présence auprès des équipes des uns des autres, pour amener à faciliter le dialogue au quotidien entre ces deux cultures. Alors un petit retour d'expérience sur notre cas particulier en matière d'implémentation. Eh bien en fait, on réfléchit à chaque fois de manière très logique architecturale quelque part. Qu'est-ce que l'on fait quand on a une chose à faire? Est-ce qu'on la développe justement plutôt dans le monde de droite ou plutôt dans le monde de gauche? Et comment on interface ces deux mondes? Typiquement, je vous ai mis un peu la nature des choses. Tout ce qui est évidemment frontal, mais aussi tout ce qui est processus client, on va plutôt les mettre dans ce qu'on appelle, nous, les couches agiles. Et puis, dès qu'on est dans les fonctions qui font appel à des données sensibles ou à des processus métiers paiement, eh bien, en fait, on va plutôt aller se mettre dans les couches un peu plus profondes, dans ce qu'on appelle les fonctions Vault, les fonctions coffre-fort. Et évidemment, on n'est pas du tout sur la même nature d'acteurs. Les acteurs, vous les avez à droite, c'est des acteurs comme State, comme Worldline, comme les infrastructures bancaires elles-mêmes, où là, on est sur des cycles de développement beaucoup plus longs, mais beaucoup plus stables. C'est-à-dire que quand on fait un mouvement dans ces couches-là, on essaye de le faire le plus générique possible pour que, évidemment, on garde toute la marge de manœuvre pour mettre des processus clients dessus. Voilà, donc c'est un peu la philosophie que je voulais partager avec vous. Y compris dans l'histoire de Pelive, on n'a pas toujours travaillé comme ça. On est un peu allé soit complètement en haut, soit complètement en bas. Et en fait, on a vu les limites des deux modèles. Et du coup, on s'est réajusté. Aujourd'hui, on a à peu près trouvé le bon équilibre. Et c'est ça que je partage avec vous. C'est quand vous devez travailler avec des processus métiers qui sont forcément lourds et un peu legacy, eh bien, il faut respecter ça. Mais ça veut dire qu'il faut penser les choses de la plus modulaire possible pour laisser une forme d'autonomie et de séquencement des processus clients au niveau des couches agiles.
Voilà, donc sur la partie couche agile, vous voyez qu'on est allé chercher un cloud. Alors on est allé chercher évidemment un cloud européen parce que pour des questions de souveraineté des données, parce que derrière l'enjeu des paiements, il y a des vrais sujets de souveraineté nationale également. Et puis on travaille avec Zebia justement sur des parties développement couche agile. Voilà pour le message et le témoignage que je voulais partager avec vous. Et puis, je suis bien évidemment ouvert à toutes vos questions. Oui, alors une question très simple. Concrètement, ça marche comment, Paylib? Moi, j'ai Hello Bank. J'ai vu qu'il y avait le logo qui était arrivé sur l'appli la semaine dernière, je crois. Et j'ai encore pas regardé comment ça fonctionnait. Alors aujourd'hui, Paylib, on est un service... enfin, on est 3 services, très concrètement. On est un service de paiement de personne à personne, donc on appelle Paylib entre amis. On est également un service de paiement sur les sites de e-commerce, qu'on appelle Paylib en ligne. Et on est également, sur Android seulement pour l'instant, un service de paiement mobile sans contact, donc sur Android, en attendant que Apple ouvre l'antenne NFC. Alors très concrètement, dans l'application bancaire Hello Bank, si vous ouvrez l'application Hello Bank, vous avez dès la homepage un bouton qui vous permet de faire un Paylib entre amis. Donc vous pouvez tout simplement, en cliquant dessus, envoyer de l'argent à une personne en ne connaissant uniquement son numéro de téléphone. Donc pas besoin de connaître les coordonnées bancaires de la personne à qui vous envoyez de l'argent, uniquement le numéro de téléphone. Ça sera un mouvement bancaire, ça sera un mouvement qui ira directement de votre compte bancaire au compte bancaire de la personne. Donc il n'y a pas de porte-monnaie d'argent virtuel. C'est directement de là où est votre argent, votre compte bancaire, au compte bancaire de la personne à qui vous envoyez l'argent. Et avec le paiement instantané, ça sera un mouvement qui sera instantané et en plus gratuit. Une autre question peut-être? Oui. Et alors, je précise, parce que ça intéresse tout le monde forcément, on ne télécharge pas l'application Paylib, on l'a en fait dans son application bancaire directement. Bonjour. Ça fonctionne ou pas? Bonjour. Je passe d'abord sur votre remarque sur les Chinois qui payent en coquillage et en... C'est ici que ça se passe en fait. Hein. Ah, je vois pas parce que... D'abord, je passe sur votre remarque sur les Chinois qui payent en coquillage et en cailloux. Je ne sais pas comment nos amis chinois l'ont pris. Votre remarque sur Candy Crush, qui aujourd'hui, il me semble, fait plus de chiffre d'affaires que vous. J'aimerais aujourd'hui vous poser une question sur votre capacité à vous étendre au-delà de vos actionnaires principaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous positionnez dans une logique plateforme où votre positionnement, justement, qui est de dire « je suis indépendant » des GAFA me permet de m'étendre au-delà de mes actionnaires principaux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou non? C'est-à-dire, est-ce que c'est un argument commercial, cette indépendance? Alors, s'étendre au-delà des actionnaires principaux, en fait, il y a 2 questions. Il y a la France et plus généralement les autres pays. Faut bien distinguer les 2 choses. Sur la France et dans chacun des pays d'Europe, il y a un peu une règle qui est ce qu'on appelle dans le paiement la part de marché au carré. Je m'explique. Si vous voulez lancer un système de paiement, il faut maîtriser globalement dans un paiement, il y a un payeur et un payé. Si vous avez une empreinte sur le marché qui est d'à peu près 10% du marché, ça veut dire que vous allez avoir 10% des payeurs et vous allez à peu près statistiquement avoir aussi 10% des payés. Pour faire un paiement, il faut les 2 bouts. Et donc quand vous avez les 2 bouts, eh bien, vous pouvez faire le paiement. Mais donc si vous avez 10% de chaque bout, concrètement, vous avez une empreinte sur le marché qui est de l'ordre de 1%. Voilà, 10% fois 10%. Donc il y a ce phénomène de la part de marché multipliée par la part de marché. Même les plus grosses banques qui avaient essayé de lancer un peu seules leur plateforme de paiement ont toutes vu que cette règle, elle était très forte. Même quand on a 40% de part de marché, si on prend la plus grosse absolument des banques, même 40% de part de marché, eh bien 40% fois 40%, eh bien en fait, sur le paiement, on reste tout petit. Et c'est pour ça que l'ensemble de l'actionnariat de Paylib s'est très largement étendu. Et aujourd'hui, l'actionnariat de Paylib fédère 97% de la part de marché nationale de la France.
Donc ça, j'ai envie de dire, le mouvement à l'échelle de la France, il est à peu près finalisé. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui c'est live, puisque les derniers actionnaires, il leur faut quand même le temps de déployer les raccordements à la plateforme, mais le tour de table est finalisé. Alors, il reste encore quelques banques. Voilà, je vais vous citer les banques qui ne sont aujourd'hui pas encore, en tout cas, actionnaires de Paylib. En clair, en France, c'est Banque Morel et HSBC, ING. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Tous les autres groupes bancaires en France ont rejoint le capital de Paylib. Donc, l'intérêt de s'étendre au-delà des actionnaires de Paylib en France, je veux dire, il n'y en a pas vraiment. Après, il y a la question, oui, mais les autres pays, parce qu'aujourd'hui, l'actionnariat, vous avez compris, c'est les banques françaises. Il se trouve que ce mouvement qu'on a eu, les banques françaises, peu ou prou, les autres pays d'Europe ont globalement le même. Les banques espagnoles se sont toutes fédérées autour aussi d'une plateforme de paiement mobile qui en Espagne s'appelle Bizum. Les banques nordiques en Suède autour de Swish. En Suède, en Norvège autour de Vipps, au Danemark ça s'appelle MobilePay, en Belgique c'est Payconic. Enfin, vous voyez, dans chaque pays, globalement ce mouvement, il y a eu cette prise de conscience et il y a eu ce tour de table qui s'est fédéré. La France, on a un côté un peu gaulois des fois, voilà, dans le village d'Astérix, de temps en temps, on met un petit peu longtemps à se mettre d'accord. Bon, quand il y a les hordes romaines en face, on sait boire la potion magique et y aller, quoi. Mais effectivement, on a mis un petit peu de temps à se fédérer, mais globalement aujourd'hui, à l'échelle de la France et nos homologues en Europe se sont également fédérés. Et aujourd'hui, on a des travaux de collaboration inter-plateforme européenne pour justement construire le step d'après. Alors après, le Rome, c'est pas construit en un jour. On commence par, il faut savoir que dans le paiement, 97% des paiements de particuliers sont domestiques. Donc déjà, il s'agit de bien réussir et de bien finaliser le déploiement de l'ensemble des actionnaires français sur le territoire français. Et on commence évidemment à construire les solutions pan-européennes ensemble. Merci. Bonjour. Moi, ma question, une plateforme de services comme Paylib, aujourd'hui adresse du coup les monnaies fiduciaires. Est-ce que vous pensez que le panel de services pourra s'élargir aux crypto-monnaies plus tard? Alors, je vais peut-être être un peu provoquant, mais à la rigueur, chacun son style. Il y a deux mots qui sont hyper buzzword en ce moment, c'est intelligence artificielle et blockchain. Très sincèrement, l'intelligence artificielle, il y a des tas de choses intéressantes pour nous, parce que détection de cas de fraude, est-ce que du coup on renforce l'authentification ou pas? Donc ça, c'est des choses qui vraiment nous intéressent. En revanche, blockchain, crypto-monnaie, on n'a pas le besoin fondamental. On a l'accès directement au compte bancaire. Donc, on fait des mouvements de compte bancaire à compte bancaire. On n'a absolument pas besoin d'une blockchain entre les deux. Si un jour, il y a des technos qui s'avèrent moins chers, plus efficaces, on s'appuiera dessus. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, clairement, ce n'est pas dans notre priorité. Voilà. Autant l'intelligence artificielle, on regarde. Alors très concrètement, si on était à faire de la levée de fonds auprès de Venture, peut-être qu'on aurait quelque part un projet blockchain pour nous aider là-dessus. Mais aujourd'hui, on a zéro problème de financement. La roadmap, elle est entièrement financée par nos actionnaires, qui sont des actionnaires très solides. Donc on n'a pas ce besoin-là, en tout cas. Voilà. Okay. Non, ma question était plus sur un user service, quoi. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est notamment, il y a eu un projet annoncé par Facebook en grand pompe, Libra. Moi, j'ai eu l'occasion un peu déjà de m'exprimer là-dessus. Je pense que Libra, c'est un super coup de com'. La réalité, c'est que ce n'est pas Libra le sujet, c'est Calibra le sujet. Libra, c'est, OK, je fais une crypto-monnaie. Alors déjà, ça pose un sujet de régulation, ça pose un sujet de... même du point de vue client, alors on m'explique que c'est un machin qui sera adossé à un panier de monnaie. Enfin, moi, concrètement, j'ai des euros. M'adosser à un panier de monnaie dans lequel il y a des euros,
je ne vois pas l'intérêt d'être en partie exposé au dollar ou à d'autres monnaies. Si je suis américain, j'ai des dollars, je ne vois pas l'intérêt d'être exposé à autre chose que des dollars. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait, dans le projet Libra, entre les problèmes de régulation, le problème d'acceptance client sur les risques de change, des vraies questions aussi de confidentialité attendues des clients sur le monde du paiement. Je ne suis pas sûr qu'en réalité, même Facebook pense vraiment que ça va être un succès en soi. En revanche, tout ça, ça permet surtout d'annoncer, de préparer un lancement d'un machin qui s'appelle Calibra, qui lui, pour le coup, est une plateforme de paiement qui, si ça se trouve, à la fin, sera même pas blockchain, sera avec des vrais euros ou des vrais dollars. Voilà. Voilà. Là, pour le coup, c'est une opinion très personnelle qui n'engage que moi. Mais je ne suis pas sûr que voilà, derrière le côté très buzzword de blockchain, crypto-monnaie, qu'en réalité, ce soit vraiment ça qui soit visé. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on voit l'émergence de pas mal d'acteurs de la fintech et même d'autres plateformes. On a, au niveau des terminaux de paiement, je crois qu'il y a Revolut et N26 qui vont bientôt, qui en ont déjà sorti un, les terminaux de paiement en ligne. À côté de ça, Paylib, on l'attend depuis un moment. Entre-temps, il y a Google Pay, Samsung Pay, Apple également qui se sont lancés. Mon impression personnelle, mais peut-être que je me trompe, c'est que tous ces acteurs-là se trouvent plutôt dans la partie droite que vous envisagez tout à l'heure. Comment vous vous situez par rapport à ça, en termes de rapidité de déploiement on a l'impression que ces acteurs sont quand même... Google Pay aujourd'hui est présent sur quasiment toutes les banques françaises, avant même Paylib. Alors c'est vrai que le monde de gauche, on va dire, c'est plus le monde du... c'est un peu la chaudière diesel, quoi. Elle est un peu plus longue à monter en chauffe. Le monde de droite, évidemment, ça va plus vite. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, dans le monde vraiment de gauche, sur le paiement de personne à personne, il y avait un acteur qui était archi-leader, c'était PayPal. On peut faire du paiement de personne à personne. Le problème, c'est qu'il y a des réglementations quand les montants commencent à se cumuler, à être élevés. Donc en fait, on peut démarrer, mais on touche à un moment des limites. Et dans le monde de gauche, les banques qui ont mis un peu de temps à se mettre d'accord, voilà, et c'est encore plus vrai dans les pays latins, on crée une plateforme qui est notre homologue aux États-Unis qui s'appelle Zelle. Et Zelle, ça a démarré au début plus doucement, et puis à un moment, on va dire c'est le diesel, c'est-à-dire ça monte en puissance, et puis à un moment, pour les gros montants, pour les usages que je commence à vraiment installer, et bien en fait, petit à petit, les gens sont en train de basculer de Venmo, donc la filiale de PayPal, sur Zelle. Et ça, c'est un mouvement aujourd'hui, Zelle, en partant 3 ans après, en étant beaucoup plus lent au démarrage, aujourd'hui, en 3 ans de temps, a rattrapé et dépassé Venmo, qui existait depuis de nombreuses années. Voilà, donc c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire le monde de gauche, là, il va moins vite, c'est vrai. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que en termes de retour d'expérience, ce que je partage avec vous, c'est qu'il faut faire attention à... Il faut recourir au monde de gauche parce qu'en fait, fondamentalement, on en a besoin parce que c'est la réalité du métier qui est à gauche. Mais il faut aller le chercher avec des composants les plus génériques possibles. Parce que bouger les trucs dans le monde de gauche, c'est long. Ça peut prendre parfois 6, 9 ou 12 mois. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve contraint par les choses qu'on a mis dans le monde de gauche. Il nous reste 2 minutes pour une éventuelle dernière question. Ok. Moi, j'ai juste une dernière question. Effectivement, il y a 7 grandes banques françaises derrière Paylib. J'imagine qu'il y a pas mal de soucis de gouvernance. Comment tu gères la roadmap de Paylib? Comment on priorise? Comment on aligne 7 grandes banques françaises? Alors, c'est sûr que... quand on n'a pas un patron, mais qu'on en a 7, on peut être soumis à des injonctions contradictoires. Alors, en réalité, en fait, on partage bien une ambition commune. Et en fait, quand on a des débats, c'est plutôt sur dans quel ordre il faut faire les choses, par quoi on commence,
avec quelle intensité. Et c'est vrai que ça nécessite un peu de dialogue. Donc des fois, je dis attention, faisons attention au fait que comme on est 7, il ne faut pas qu'on soit s'éterniser dans des débats. Il y a des fois, on se rend bien compte qu'il vaut mieux finalement agir que débattre. Et puis tant pis si on n'a pas fait les choses dans le bon ordre, on corrigera après. Alors très concrètement, je peux vous raconter sur l'histoire de Paylib. Paylib, il se trouve qu'on a démarré par le service de paiement sur Internet. Puis on a fait le paiement sans contact en magasin, puis le paiement entre amis. À la réflexion, si c'était à refaire, on ferait exactement dans l'autre sens. On commencerait par le paiement entre amis, on ferait ensuite le paiement en magasin et ensuite le paiement sur Internet. C'est facile à dire aujourd'hui parce qu'on voit nos homologues de pays d'OCDE, c'est plutôt ce schéma-là qui a tiré l'usage. Et nous, on a bien vu qu'au début, en se lançant sur Internet, on n'a pas eu un usage très important. Puis quand on a amené le sans contact, on a vu que ça avait un peu gonflé l'usage sur Internet. Et on voit que c'est aujourd'hui plutôt avec ce qu'on appelle le peer-to-peer, donc le paiement de personne à personne, qu'on est en train d'entraîner les autres usages. Et c'est typiquement, on a vu, les pays nordiques, eux, ils ont attaqué avec le paiement de personne à personne. Ça a fait un raz-de-marée. Puis ensuite, aujourd'hui, ils étendent au magasin et à l'Internet. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc les débats, ils sont plutôt sur dans quel ordre on fait les choses. Il n'y a pas de dissension sur le fond stratégique, mais les débats sont toujours sur par quoi on commence, comment on fait. Voilà. Et là, on se rend bien compte qu'on n'a pas toujours fait les choses dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave, à la fin, on a bien ce qu'il faut comme il faut. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Vincent. On peut l'applaudir. Merci.